Jean Besançon, je suis le directeur de l'Université ouverte des compétences Club Stratégie, www.leclub.org ou Google Université Compétences. Voilà, dans une vie antérieure, j'en ai eu quelques-unes. Je suis ingénieur agronome de formation et j'ai travaillé pendant longtemps sur les questions compétences, emploi, formation, développement, recherche, développement, innovation, dans un système éducatif qui est celui de l'enseignement agricole. Ça, c'est du côté de la main droite. Et du côté de la main gauche, j'ai souvent œuvré dans le monde associatif. Et à un moment, j'en dis un mot pour ceux qui étaient là dans la question ce matin, j'étais directeur de la Fédération nationale des foyers ruraux au tournant des années 2000. Voilà. Pas trop long, monsieur le... Parfait. Tu peux commencer. Voilà. Alors, penser la gestion territorialisée du développement des compétences. Aïe, aïe, aïe pour la question. A priori, il y a une suite de bonnes intentions. Oui, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Oui, le maintien dans l'emploi, la sécurisation des parcours. Ça oblige à poser la question de la gestion des compétences à un autre niveau que le seul niveau de l'entreprise. Prise isolément, bien sûr. Oui, ce serait bien qu'il y ait des démarches au niveau des groupements d'entreprises, de branches, de démarches interbranches, avec des approches globales, au niveau d'exigences de configuration variable, avec des méthodes élaborées au cas par cas. Je reprends la problématique, je m'épuise pas trop là-dessus, mais désolé, en écoutant comme vous Philippe Mérieux hier, ça passe pas. Ça arrive bien sûr qu'il y ait des choses comme ça, mais le plus souvent, non. Puis j'oublie pas le titre et la réflexion d'un auteur que j'apprécie, qui est Vincent de Goljac. En 2005, il sort un bouquin qui s'appelle « La société malade de la gestion ». Et je me dis qu'il faut prendre garde à ce qu'un territoire ne devienne pas malade de la gestion des compétences. Alors, à quelle pensée, quelle piste concrète avancer pour essayer de penser la GTDC, la gestion territorialisée ou territoriale du développement des compétences? Et pourquoi ce qui a été parfois réussi ici ne se généralise pas ailleurs? Alors, est-ce qu'il y a des moyens, y a-t-il moyen d'explorer dans tous les éboulis des échecs répétés quelques pistes neuves? Alors, c'est ce parcours que je vais tenter brièvement d'explorer avec vous. Alors, je vais prendre des sacs. J'ai pris un sac à dos avec quelques pépites dans le dos, je préfère les nommer. Voilà, je vais les dénoncer même. Donc, pour étayer ma réflexion, il y a quelques chercheurs, des défricheurs de l'avenir, je vais en citer quelques-uns. Philippe Zarifian, Yves Clos, Guy Jobert, Norbert Alter, Patrick Mayen, juste à ma droite, Jean-Marie Barbier, Jean-Daniel Reynaud, Vincent de Goljac, je viens d'en parler, Pierre Veltz, et très récemment Philippe Trouvé, qui travaille sur la question de la formation dans les PME. Quelques intervenants à l'Université ouverte des compétences. L'Université ouverte des compétences, une des choses que l'on fait, c'est d'essayer de faire venir des penseurs de l'avenir ou des acteurs sur la question des compétences, donc les mêmes, qui sont presque tous intervenus, mais aussi Yves Kint, le directeur d'Opcalia, Didier Maraninki, qui est pilote d'avion et responsable... Ça va, on m'entend là-haut? Il n'y a pas de souci. Didier Maraninki, qui est responsable de la formation des pilotes d'avion dans sa compagnie aérienne, qui s'appelle Corsair. Marie-Laure Meyer, qui était une élue régionale, Pascal Gérard, la même chose, mais en PACA, Bertrand Hervieux, Robert Castel, Patrice Granier, Christian Dapilly, l'homme des ressources humaines chez Veolia, et quelqu'un que j'accueille ce soir même, ce qui explique que je vais vous quitter un peu plus tôt, qui est Frédéric Brugman, qui travaille et qui va intervenir sur GPEC, anticipation, restructuration. C'est l'intervention sur un territoire, ça ne s'invente pas. Et comme c'est ce soir, je vais devoir vous quitter un peu plus tôt pour l'accueillir à Paris. Et puis quelques enseignements tirés de l'expérience. Donc brièvement, c'est l'éducation populaire, l'agronomie. J'ai été formateur, directeur de CFPPA, responsable de la formation professionnelle continue d'apprentissage au ministère de l'Agriculture, la Fédération nationale des foyers ruraux, la tentative ici de monter un institut qui s'appelle EduTerre, et puis les technologies, les réseaux, les ressources, la formation ouverte et à distance. Tout ce bouillonnement me fait penser à parler, j'ai envie de vous parler de 3 petits faits qui m'ont un peu titillé. Je vais essayer de prendre quelques points d'appui pour la réflexion et l'action que je trouve à peu près solides aujourd'hui. J'en ai discerné 7. Et puis 2 ou 3 pistes de réflexion et d'action. Alors d'abord, les petits faits, vous savez, les petits cailloux dans la chaussure qui coincent et qui en même temps aident à penser. Le premier petit fait, je vais vous raconter une histoire très rapidement. Ça se passe dans le sud de la France, près de Hyères, pour être précis.
Et dans cet endroit-là, il y a des serristes qui sont là depuis la nuit des temps, des horticulteurs, et le facteur limitant de développement de leur activité, c'est la main-d'œuvre. Enfin, je veux dire la main-d'œuvre déclarée. Ils ne trouvent pas des gens qui veulent travailler, c'est un peu comme dans le bâtiment, et qui restent. Au même moment, à 30 km de là, à l'intérieur des terres, il y a une communauté de communes qui fait son diagnostic de territoire. Et à l'issue du diagnostic de territoire, ils arrivent à la conclusion qu'il y a une palanquée de femmes qui ont à peu près le même profil. Elles sont soi-disant sans aucune qualification reconnue. Elles ont 30 ans, les enfants commencent à aller à l'école. Évidemment, elles sont au chômage, elles n'ont pas de boulot, il n'y a rien. Et par une sorte de miracle, mais je crois qu'on peut employer le mot, il y a une relation qui est faite entre ces deux problèmes disjoints qui sont à 30 km de distance. Et on propose aux chefs d'entreprise du littoral, donc, d'embaucher des femmes qui ne connaissent rien. La moitié d'entre eux refusent carrément en disant « mais ça ne va pas, enfin, nous c'est quand même un métier sérieux, c'est un métier d'homme ». Et donc, non. Et l'autre moitié dit « pourquoi pas ». Et alors, il y a des choses qui sont organisées, des ramassages en bus, parce que sinon c'est trop cher, des aménagements d'horaires, ça va commencer à 9 h le matin, parce qu'il faut emmener les gamins à l'école. Et puis, ça commence. Et du coup, le PCA qui me raconte l'histoire, qui s'appelle le FAFCA, dit un an après, on ramasse les copies. On ramasse les copies, et les entreprises qui ont joué le parti des femmes se développent, tout va bien, et les autres, plouf. Et me dit, ce que je te raconte est une très belle histoire, mais malheureusement, des histoires comme ça, j'en ai pas 10 à te raconter en France. Premier petit fait. Le deuxième petit fait, c'est quelque chose qui a été apporté par Didier Maraninki, qui est commandant de bord, Boeing 747, responsable de la formation dans sa compagnie aérienne, Corsair Fly. Et comme tout responsable de formation, et même comme tous les responsables dans les compagnies aériennes, il s'interroge sur un petit détail qui est un peu gênant. C'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais 70% des avions qui tombent, ce sont des erreurs qui se passent dans le cockpit. Pilote, copilote, il y a un truc qui ne se passe pas bien. Voilà. On ne vous le dit pas, mais sans doute que l'Airbus de Rio, c'est la même histoire. Et donc, les compagnies aériennes réfléchissent depuis 30 ans sur comment garder la compétence au sommet des pilotes. Ils ont tout essayé, y compris à un moment de dire le problème c'est l'homme, donc on supprime l'homme, et on fait des cockpits où il n'y a même pas besoin d'hommes. Il n'y a que les machines qui conduisent les avions. Et je vous passe les détails de leur réflexion. Ils sont arrivés à un point de conclusion très récemment, pour comprendre pourquoi une compagnie comme British ou la Lufthansa, qui sont les compagnies les plus sûres au monde, anglo-saxonnes, sont beaucoup plus sûres, mais vraiment beaucoup plus, que des compagnies qu'il n'a pas nommées, mais de culture latine. On n'a pas entendu Air France, mais vous l'avez entendu. Et ils sont arrivés à cette conclusion étrange que les compagnies les plus sûres au monde sont celles où les pilotes déclarent le plus d'incidents. Troisième petit fait, c'est qui me vient de mon expérience des foyers ruraux. Il y a, dans les années 2000, le ministre de l'époque, en 2003, veut faire une grande loi pour développer les territoires ruraux en France. Ça a été une loi, je crois. Et donc demande aux acteurs de la société civile qu'est-ce que pour eux serait juste et bon de faire pour que se développe l'emploi, l'activité, la vie dans les territoires ruraux. Et il y a un réseau de 300 000 adhérents, ça fait un peu de monde, donc on fait le boulot pour essayer de mobiliser ça. Et réflexion, j'en cite simplement une. La première chose dont ces acteurs associatifs, qui sont au milieu rural, qui représentent bien le milieu rural, donc les agriculteurs c'est que 10%, les cadres, les ouvriers, ils disent la première chose qu'ils demandent, c'est que qu'ils puissent être admis, eux comme acteurs associatifs, et les acteurs socio-économiques, à la table de ce qui se discute, de ce qu'il est juste et bon de faire sur un territoire. Ils disent, nous devons être admis à la table des intercommunalités. Et il y en a un qui le résume avec une jolie phrase, je trouve. Il dit, si une activité peut partir de 3 fois rien, elle naît rarement n'importe où. Voilà, 3 petits faits qui ont un peu bousculé ma pensée. Et alors, pour essayer d'avancer sur le sujet, je me suis dit, il faut prendre des points d'appui à la réflexion et à l'action qui viennent ou de la recherche, ou des pratiques, ou de l'expérience. Donc j'en ai isolé 7. On pourra en isoler 3 ou 12, mais bon, voilà, 7, ça fait un nombre, les 7 petits nains. Alors, le premier, il est économique. On l'a réentendu avec Alain Lipiette ce matin. Jean-Marie Barbier, qui est venu à l'Université ouverte, en a parlé à sa manière aussi il y a peu de temps. C'est que le travail vivant est en train de devenir le principal facteur de productivité. Alors que, dit Jean-Marie Barbier, que mettons, milieu du 19e jusqu'à la fin du 20e, c'était le facteur capital qui était premier. Aujourd'hui, il y a le paradoxe qu'à cause de la crise, il y a une très forte tension sur les salaires. Vous le savez, les salaires sont écrasés. N'empêche que
il y a une forte valorisation des compétences. Alain Lipietz l'a dit hier à sa manière en disant on va peut-être passer d'un monde industriel à un monde industrieux. Premier point d'appui. Deuxième point d'appui, c'est une blague. Vous savez, on dit qu'il existe des organisations apprenantes où l'on présuppose que les personnes peuvent apprendre et qui leur permettent d'apprendre. L'inverse est vrai également. Et je me dis peut-être qu'il existe des territoires apprenants où l'on présuppose que les personnes, les entreprises, les organisations peuvent apprendre et travailler ensemble, et qui apprennent et qui travaillent ensemble. Mais l'inverse est vrai également. Troisième point d'appui, c'est la réflexion de Guy Jobert. Il a écrit, je trouve, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, bon, ça va. Il a écrit une magnifique introduction à un bouquin qui est paru récemment de l'ANACT, du management des compétences au management du travail, et il dit la chose suivante. Il y a finalement un accord, Yves Clos le dirait aussi à sa manière, sur le constat clinique que les agents recherchent un travail bien fait, par lequel ils puissent être reconnus par autrui et dans lequel ils puissent se reconnaître eux-mêmes comme personnes et comme travailleurs reliés à une communauté de métiers partageant des savoirs et des valeurs. Il ajoute, à partir de là, les modes d'intervention visant le développement des compétences ne relèvent plus de la formation. L'effort se déplace des personnes vers les organisations, les structures, les relations. Développer les compétences, donc c'est agir sur l'organisation, c'est aménager les situations de travail de telle façon qu'elles favorisent à la fois la compétence comme investissement subjectif et la production de compétences comme ressource pour un agir situé, efficace et sensé. Tiens. Troisième point d'appui, le quatrième, c'est que c'est d'Yves Clos. Yves Clos dit, je reviendrai un peu plus tard dans mon intervention, il y a une fonction psychique du collectif. Quand il est un lieu de délibération et de controverse, il faut retrouver la conflictualité du collectif. Il dit qu'il faut travailler sur ce qu'on n'arrive pas encore à faire, pas encore à dire. Il dit qu'il faut repenser l'hétérogénéité du collectif fondée sur la controverse professionnelle. Et il ajoute, par exemple, le syndicalisme en France est malade de sa conception du collectif, comme la société française, j'ajoute, peut-être malade de la gestion. Cinquième point d'appui, c'est de se dire que la régulation, c'est Norbert Alter qui me souffle ça à l'oreille, mais Alain Lipietz en a parlé assez longuement hier matin, c'est la question des relations de type don et contre-don. Vous savez, le dernier bouquin de Norbert Alter revient sur le fabuleux essai de Marcel Mauss, et ce que dit Norbert Alter, c'est que la régulation des rapports sociaux et de travail, et plus encore la capacité collective à entreprendre, sont fondées sur des rapports de type don contre don. Parce qu'on ne peut s'assurer de la coopération de l'autre sans donner et sans sacrifier des avantages immédiats au bénéfice de l'existence de la relation. Sixième point d'appui. Alors, si la question, et on a entendu beaucoup dans l'intervention de nos amis belges ce matin et hier après-midi, c'est que si la question de la production, de l'entretien des compétences sur un territoire était une question politique majeure, alors cela devrait amener autour de la table des négociateurs majeurs, politiques, branches, syndicats, territoires. Eh bien, les politiques, il faut bien avouer que ce n'est pas le cas, sauf exception. Si vous voulez faire carrière dans le monde politique, je vous le garantis, comme dans une branche professionnelle, comme dans une entreprise, il ne vaut mieux pas s'occuper des questions de formation, de compétences. Il faut parler de choses sérieuses, d'international, d'économie, voilà. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a 1000 experts en relations internationales, en économie et en emploi, mais vous trouverez rarement des politiques compétents sur les questions dont nous parlons au niveau des territoires. Je ne vais pas ajouter au niveau national, ça serait désagréable. Et donc, quelqu'un comme Patrice Granier, qui est directeur général adjoint des services de la région Picardie, qui connaît assez bien cette question-là, il dit simplement, il faudrait que la politique s'empare de cette question au niveau du territoire. S'il ne s'en empare pas, il y a des bonnes raisons. Une des raisons étant peut-être que c'est assez compliqué et que c'est peut-être pas sûr qu'il est, entre ce qu'il dit et ce qui se fait, comme nous l'a dit notre ami Philippe Mérieux si magnifiquement hier, là peut-être que la distance est un peu forte. Et enfin, dernier point d'appui, elle me vient d'un syndicaliste que j'ai connu dans une vie antérieure qui s'appelle Michel Deschamps, qui a été le premier secrétaire général de la FSU. Il a eu ce mot que j'ai trouvé magique, il l'a dit il y a 15 ans, mais il m'a toujours accompagné. Il dit
il dit la chose suivante. Lorsqu'il y a quelque chose à négocier, des négociateurs apparaîtront. Alors avec ces 7 points d'appui, ces 3 petits cailloux dans la chaussure, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme piste pour essayer de travailler la question qui nous est posée dans cette table ronde? Alors je me dis toujours, lorsqu'on essaie de trouver des réponses, le plus important c'est quelle est la question? Et alors de mon point de vue, je le dis humblement, la question de fond, c'est, là je suis complètement en accord avec Yves Clos, c'est qu'il faut trouver les moyens de restaurer du pouvoir d'agir. C'est ça la question centrale. Et vous le savez, pour ceux qui ont lu le dernier bouquin d'Yves Clos, que Yves Clos dit, pour restaurer le pouvoir d'agir, il dit, je vois 2 points d'appui importants. 2 points d'appui importants. Le premier, c'est le métier. Je ne vais pas en parler là, mais c'est le métier, c'est ce mot-là. Et le deuxième point d'appui, pour restaurer du pouvoir d'agir, personnes, des organisations, c'est la controverse, la dispute professionnelle sur ce qu'il est juste et bon de faire. Et en particulier sur ce qu'il est juste et bon de faire dans le travail bien fait. On se rappelle ce qu'a dit Guy Jobert. Et donc, moi j'en ajouterais peut-être un troisième, parce que vous savez que les points d'appui, c'est pas mal d'en avoir un troisième, les tabourets tiennent mieux sur 3 pieds. Et peut-être que le troisième point d'appui pourrait être le territoire. Le territoire au sens d'un territoire pour soi. Alors si c'est vrai, du coup, la question qui est importante sur ce que on veut travailler ensemble, ce serait qu'une des plus grandes urgences de notre pays, ce serait de restaurer la dispute sur ce qu'il est juste et bon de faire au niveau d'un territoire sur les questions d'activité, d'emploi, de vivre ensemble, parce qu'il n'y a pas que les questions d'activité et d'emploi pour vivre ensemble dans un pays ou sur un territoire. Alors, je vais finir presque très simplement là-dessus, c'est que pour se disputer, il faut des sujets qui se disputent, des sujets, des personnes, des sujets, il faut des lieux pour se disputer, et il faut des objets de dispute. Et donc, si j'avais juste quelque chose à dire là pour en conclure, parce que je crois que je suis au bout de mon intervention, c'est ça, Patrick? Oui, c'est bien. C'est bien. Ce serait de se dire que peut-être, on a vu dans l'exposé de Dominique Vial hier un paysage incroyable de toutes les 79 commissions Théodule et Bidule sur un territoire comme PACA pour parler des questions emploi, formation, compétences, avec d'innombrables personnes qui participent à des réunions, mais en fait ça ne sert à rien. Il faut se dire que peut-être le bon critère pour qu'il y ait une table de dispute, un lieu où on se dispute, c'est qu'on se dispute vraiment. On en a entendu un très fort écho dans notre invention de notre ami ce matin du Forum, et qu'on ait des vrais sujets de dispute et de controverse. Parce que si on n'a rien à se disputer, si on n'a rien à négocier, franchement, quel est l'intérêt de venir à la deuxième réunion? Et donc moi je plaiderais pour qu'on invente des lieux, et ces lieux sont évidemment variables selon les territoires, leur configuration, leur histoire, mais des lieux qui soient vraiment des lieux de controverse, de dispute, parce que si on écoute bien Yves Clos, c'est là que les personnes et les organisations avec lesquelles ils sont peuvent retrouver du pouvoir d'agir. Donc je plaide pour des lieux qui soient des lieux de la bonne conflictualité. Merci, je vous remercie beaucoup.